Phénomène de condensation sur des grilles ou alors dans des installations de climatisation. C'est un phénomène qui est monnaie courante. Un abonné m'a posé la question, comment est-ce qu'on gère ce phénomène de condensation? Comment est-ce qu'on réussit à le circonscrire ou alors à s'en débarrasser? Avant de répondre à sa question, on va aller en deux étapes. La première étape, je vais vous montrer comment est-ce qu'on définit les caractéristiques de l'air. Parce qu'ici, quand on parle de l'air, on parle de l'air humide. Or, il y a un diagramme qui s'appelle le diagramme psychrométrique qui permet de voir les paramètres de l'air humide. Donc, on va d'abord commencer par là. Je vous partage mon écran pour que vous voyez un peu de quoi je parle. Et on revient directement derrière. J'espère que vous voyez mon écran ici. Vous voyez là, on a ce qu'on appelle le diagramme chrométrique, qui est encore appelé le diagramme de l'air humide. C'est ce diagramme qui va définir les caractéristiques de l'air. On a l'air ambiant là, l'air que vous avez là, c'est l'air qui est réputé être humide. En termes de pourcentage, ça varie maintenant d'un environnement à un autre. Donc, l'air n'est presque jamais totalement sec. Maintenant, quelles sont les différentes caractéristiques de l'air? On a la température, on a le pourcentage d'humidité et on a l'énergie. Voilà les trois principales composantes de l'air. Quand vous voyez le diagramme psychrométrique ici, il y a ces composantes-là qu'on va essayer de regarder. Regardez par exemple le point A. Le diagramme psychrométrique, c'est ce que j'appelle un peu une botte. Vous voyez, c'est comme une botte comme ça. Je l'appelle la botte. Ma botte psychrométrique. Quand on a un point comme ça, si on va là, on descend tout droit, on tombe sur l'axe de température ici. On a ce qu'on appelle la température sèche. La température sèche, cette température-là qui vous permet généralement de faire les bilans de climatisation. J'ai l'air extérieur à 35 degrés, je veux ramener ça à 24 degrés pour que ce soit confortable chez moi. La différence de température multipliée par, je sais pas quoi, par une énergie, ça va vous donner en fait la différence de température là-bas, ça va vous permettre de calculer l'énergie qu'il faut pour climatiser votre pièce, en fait, ou alors la capacité de votre climatiseur. Ça, c'est la température sèche qui va vous permettre de faire cela. Maintenant, on a, si vous partez plutôt de manière oblique, vous touchez ici ce qu'on appelle la courbe de saturation. Ça va vous donner quoi? Ça va vous donner une température humide. La température humide, ça sert à quoi? La température humide, ça permet de mesurer le phénomène de refroidissement évaporatif. C'est quoi le refroidissement évaporatif? Comment est-ce que vous pouvez le mesurer? Vous voyez, lorsque vous mettez votre thermomètre dans l'air, vous mesurez ce qu'on appelle la température sèche que je viens de parler. Or, si vous mettez votre main sur une climatisation comme ça qui est en train de fonctionner, une unité murale, vous allez sentir que c'est frais. Si vous prenez votre main, vous plongez dans de l'eau, vous remettez sur cette même climatisation, vous allez ressentir que c'est encore plus frais. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est que la première fois, lorsque vous mettiez votre main, c'était la température sèche de l'air qui refroidissait votre main. Étant donné que vous avez plongé votre main dans de l'eau et que vous avez remis sur la climatisation, ce qui se passe maintenant, c'est qu'il y a un phénomène évaporatif. L'eau qui est sur votre main s'évapore. Et ce phénomène évaporatif-là refroidit votre main jusqu'à la température humide de l'air qui est la température qu'on vient de voir. Donc, c'est une température qui est généralement plus basse que la température sèche et qui permet de mesurer le phénomène évaporatif. Ce phénomène évaporatif, où est-ce qu'on peut encore l'observer? Dans des tours de refroidissement. Généralement, vous avez de l'air qui peut sortir d'un condenseur à 40 degrés. Ça rentre dans la tour de refroidissement. Or, l'air extérieur est à 35 degrés. Mais à la sortie de la tour de refroidissement, lorsque vous touchez l'eau, vous vous rendez compte que l'eau est plus froide que l'air. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est juste que le phénomène évaporatif et la température qui la caractérise, qui est la température humide, a refroidi l'air en dessous de la température sèche. Ce qui fait que votre eau est bien plus fraîche que 35. Ça peut même être à 28. Parce que si la température peut être humide de l'air à ce moment-là est à 25, ce sera capable de refroidir l'eau à 28, malgré le fait que quand vous mesurez la température de l'air, vous vous rendez compte que l'air est peut-être à 35 degrés. Donc ça, c'est la température humide qui agit dans ce cas-là. La troisième température, si vous partez maintenant de manière horizontale jusqu'à la courbe de saturation, vous allez avoir ce qu'on appelle la température de rosée. La température de rosée, c'est cette température-là qui nous permet de gérer le phénomène de condensation. C'est la température à laquelle la vapeur d'eau contenue dans l'air commence à se condenser au contact d'une surface froide. Donc, vous avez les trois températures. La température sèche pour calculer votre bilan de climatisation normale, la température humide pour évaluer le phénomène évaporatif et la température de rosée pour évaluer le phénomène de condensation. C'est très, très important pour la suite. Les autres caractéristiques de l'air, c'est
Le taux d'humidité. Lorsque vous êtes dans des zones côtières ou tropicales, le taux d'humidité est élevé. Et lorsque vous êtes dans des zones désertiques, le taux d'humidité est plutôt faible. Ce sont ces courbes. Si vous voyez ici, c'est saturation 100%. Quand on s'éloigne, au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la saturation, le taux d'humidité baisse. Il y a également un autre élément, c'est la teneur en eau. Donc voilà à quoi nous sert le diagramme de l'air humide. Ça nous permet d'évaluer en quelque sorte les caractéristiques de l'air. Ça, c'est très important parce que si vous voulez comprendre le phénomène de condensation, il faut comprendre toutes les caractéristiques de l'air et c'est après qu'on va parler de la condensation. Dans la prochaine capsule maintenant, je vais vous montrer comment est-ce que le phénomène de condensation agit et comment est-ce qu'on peut le contrecarrer de manière physique.